Ok. Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Il est 5h30, je vais commencer pour ne pas perdre trop de temps. Si vous m'entendez, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, un petit message dans le chat, juste pour confirmer que je ne parle pas dans le vide. Je vois que Thomas D would like to speak. Pop, ouais, vous m'entendez. Merci Benoît d'avoir confirmé. Rentrez, installez-vous, asseyez-vous. C'est sympa ce format de conférence qui rappelle un tout petit peu les formats physiques qui j'espère recommenceront très bientôt. Dans cette dernière conférence de la journée, celle juste avant la keynote, je vais prendre 30 minutes pour vous montrer comment mettre en place un déploiement de pipeline pour des applications iOS, tvOS, watchOS dans le cloud sur des instances Amazon C2 Mac, puisque depuis quelques mois maintenant, il y a moyen d'avoir des instances Mac qui tournent dans le cloud, des VM. C'est pas vraiment des VM, c'est des vrais Mac, mais je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous montrer comment intégrer ça avec les outils de déploiement continu que vous pouvez trouver dans le cloud AWS en tout cas. Mais les techniques que je vais montrer sont transposables à d'autres clouds également. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis developer advocate chez Amazon Web Services, basé en France, ici tout près de chez vous. Et je fais du Mac depuis 20 ans à peu près, depuis la sortie de macOS 10 en 2001. Donc, l'intégration continue, vous connaissez, vous savez ce que c'est, vous utilisez ça sur vos projets. Je ne vais pas vous expliquer ici en une demi-heure, je n'ai pas le temps de tous les bénéfices de l'intégration continue et du pourquoi, du comment, mais l'idée c'est de construire des builds à chaque fois que quelque chose change dans votre code, de manière à pouvoir tester l'intégration de tous les changements de tous les développeurs en permanence, de manière à avoir un build euh, stable à tout moment, démontrable en tout cas à tout moment. Et puis vous pouvez pousser le bouchon un peu plus loin jusqu'à aller déployer des changements de façon continue. Mais voilà, vous travaillez sur une application iOS et Apple fait des outils de développement assez fantastiques, mais très orientés graphiques. Donc, comment est-ce que vous pouvez automatiser tout ça et faire de l'intégration continue sur du Mac avec Xcode? Comment est-ce que vous pouvez prendre avantage de toutes les techniques d'usine logicielle que vous connaissez et que vous appliquez sur vos projets peut-être dans d'autres langages? Comment est-ce que vous pouvez faire ça pour une application iOS? Alors souvent on fait ça comme ça, on achète des Mac mini, on a un closet, on a un placard quelque part au bureau et on empile des Mac mini. Mais voilà, ça prend un temps fou, provisionner cette machine, éventuellement faire des rebuilds de la machine elle-même entre chaque build pour qu'un build ne laisse pas des artefacts qui puissent compromettre un build suivant. Se les passer, si vous avez plusieurs applications, se les passer d'une équipe à l'autre, les reconfigurer. Il faut quasiment une personne à temps plein pour gérer 5-6 Mac comme ça, pour les patcher, gérer, voilà, pouvoir les redémarrer à partir d'un serveur. Ce n'est pas facile. Et puis il y a d'autres challenges aussi quand on parle à nos clients qui font du développement d'applications iOS. Ils nous disent, bon, il y a le provisioning du hardware, ça c'est clair. Euh, il y a l'automatisation du build process, parce que comme j'ai dit, Xcode, c'est très bien au niveau graphique, mais en ligne de commande, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est pas que ça soit difficile, c'est que c'est quasiment pas documenté. Alors, il y a Stack Overflow qui vous aide et deux, trois trucs comme ça, mais parfois, c'est pas nécessairement simple. Et puis, si vous êtes déjà dans le cloud, et là, c'est uniquement si vous êtes déjà client AWS, peut-être que vous avez déjà des pipelines qui utilisent les services managés d'AWS, comme CodeBuild, par exemple, pour builder. Peut-être vous voulez utiliser des services AWS comme Secret Manager pour stocker vos mots de passe, vos credentials, vos certificats pour signer vos applications. Peut-être vous voulez déposer vos builds sur S3. Tout ça, ce sont des bonnes raisons de faire tourner un build dans le cloud. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, il y a 4 points. Le premier, adressons-le, gérer le hardware depuis le mois de décembre de l'année passée, c'est possible. Il y a des Amazon EC2 qui utilisent du Mac. Et à part le fait que ça soit un Mac, presque tout le reste est identique. Je dis presque, il y a une grosse différence, c'est que ce ne sont pas des virtual machines. Ce sont vraiment des Mac mini
que vous pouvez réserver pour votre usage. Et une fois que vous avez le Mac Mini réservé pour vous, vous démarrez des OS. L'OS démarre à partir d'un volume EBS. La machine peut se mettre dans un réseau VPC. Il y a des security groups. Vous passez un rôle IAM. Si vous voulez installer des applications automatiquement au bout de la machine, il y a les scripts user data. Si vous connaissez System Manager, l'agent System Manager est installé. Donc c'est vraiment un Citizen First Class. C'est une instance Amazon EC2, sauf que c'est pas une virtuelle machine, c'est un Mac Mini. Alors comment ça marche et à quoi ça ressemble? Bien, ça c'est une photo qui a été prise dans nos data centers, dans un rack. Chaque Pizza Box, c'est un serveur, et si on ouvre un serveur, ben vous voyez, on a vraiment mis un Mac Mini dans nos data centers. Donc, quand vous, depuis la console AWS EC2, vous pouvez dire, je vais réserver ce matériel-là, et je vais démarrer une instance dessus. Et la manière dont ça marche, la magie en quelque sorte, c'est notre technique de virtualisation. Si vous êtes client AWS, vous savez qu'on utilise du hardware propre à AWS pour la virtualisation, notamment la virtualisation des accès disques et les accès réseau. Ça s'appelle Nitro. Et bien, tout ce qu'on a fait, avec des gros guillemets quand même, c'est de connecter le port Thunderbolt du Mac Mini sur notre hardware Nitro. Et c'est Nitro qui permet de faire l'accès au VPC, d'accéder au control plane de C2, donc qui vous permet d'arrêter, de redémarrer, de prendre des snapshots, etc. de cette instance. C'est également Nitro qui vous permet d'accéder au volume EBS. Donc vous allez booter à partir d'un volume EBS, comme vous le faites sur une instance Windows ou Linux, un volume que vous pouvez après snapshotter, créer des AMI qui vous sont propres, etc. C'est vraiment tout comme les instances Amazon EC2 Linux, sauf que ce n'est pas des instances, il n'y a pas de virtualisation, la machine est pour vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une étape en plus, c'est que vous devez réserver la machine. Peut-être vous faisiez déjà ça pour des raisons de compliance sur Linux et Windows, ce n'est pas une nouveauté, ça existe depuis très longtemps, c'est d'utiliser des reserve instances. Donc, vous devez allouer un host pour vous. Je ne vais pas vous montrer dans la console, parce qu'en 30 minutes, je n'ai pas trop le temps de switcher là, mais si vous le faites dans ligne de commande, vous tapez AWS, moins région, hop, EC2, allocate host, et puis vous donnez le type d'instance que vous voulez allouer, et puis la zone de disponibilité et la quantité. Attention, le billing qui démarre à ce moment-là, que vous démarriez une instance, une machine virtuelle dessus ou pas, enfin c'est pas une machine virtuelle, j'ai arrêté de dire ça, mais que vous démarriez l'OS ou pas, à partir du moment où la boîte physique est réservée pour vous, vous commencez à payer. Attention numéro 2, et ça c'est un peu différent de ce que vous faites peut-être d'habitude sous Linux et Windows dans le cloud, la période de réservation minimum est de 24 heures, et ça c'est une exigence des licences d'Apple, donc c'est pas une contrainte technique d'AWS, c'est un contrat avec Apple, donc minimum pour 24 heures. Ça coûte un peu, c'est à peu près $20, $23 par période de 24 heures. Au-delà des 24 heures initiales, après c'est par seconde, comme d'habitude sur ces deux. Donc vous devez le garder minimum 24 heures avant de pouvoir le désallouer. Mais une fois que vous avez alloué votre host, ben, vous pouvez démarrer des instances EC2. Vous donnez juste le placement, c'est-à-dire le host ID, c'est la 4e ligne de l'exemple, là, qui est le host ID que vous avez reçu avant. Tout le reste après, c'est comme si c'était des instances EC2 tout à fait normales. Et donc, vous, développeurs, vous pouvez utiliser la console AWS ou la ligne de commande pour provisionner maintenant des instances Mac One avec toutes les choses que vous connaissez d'Amazon EC2, des EMI, peut-être une clé publique SSH pour pouvoir vous connecter à votre Mac après en SSH. Si vous le faites, il faut effectivement un security group qui autorise la connexion sur le port TCP 22. Donc ça résout le premier problème. J'ai un GIST avec quelques commandes, parce que typiquement, quand vous allez vous connecter sur votre volume, sur votre Mac, vous allez voir que quelle que soit la taille du volume EBS que vous avez spécifié dans la console, il n'y a que 60 Go qui sont dans l'OS. C'est comme tous les OS, si vous resizez le volume EBS, il faut aussi resizer le file system. Et donc, je donne les commandes pour resizer le volume APFS sur ce GIST-là. Je donne aussi les commandes pour activer VNC. VNC, c'est le serveur de desktop à distance d'Apple qui vous permettra après, via un tunnel SSH ou en direct, si vous ouvrez les bons ports 5900 de tête pour VNC, vous pourrez avoir une interface graphique qui tourne avec le client VNC qui tourne sur votre laptop, et puis vous voyez vraiment le serveur. Mais si vous avez des instances, l'idée c'est plutôt d'automatiser, donc je suppose que la ligne de commande devrait être suffisante. En tout cas, une fois que vous êtes en prod, tant que vous apprenez, effectivement, le VNC peut être utile.
Deuxième pain point que nos clients nous ont dit, deuxième challenge que nos clients nous ont dit, c'est d'automatiser les builds. Et là, ça n'a rien à voir avec AWS. Tout le monde doit le faire. Il faut builder, ça passe encore, mais ensuite, surtout, il faut signer. Donc, il faut gérer les certificats. Il faut que votre certificat de signature soit sur cette machine ou qu'il soit accessible, en tout cas, depuis cette machine. Il faut archiver les builds. Il faut envoyer sur iTunes Connect, qui s'appelle App Connect, je crois maintenant. Et puis, si vous regardez ce talk, c'est possible que vous soyez un client AWS, c'est possible que vous utilisiez Amplify, et donc comment vous allez intégrer un back-end existant Amplify sur une machine de build, puisque typiquement, la commande Amplify, vous allez l'utiliser sur votre laptop. Comment est-ce que vous allez transvaser ça sur votre machine de build? Alors, j'ai fait un projet pour vous le montrer et pour vous montrer comment ça marche avec des scripts. Alors, je sais que si vous êtes professionnel du développement iOS, il y a d'autres moyens que des scripts shell ou oui, enfin ZSH ou Bash. Il y a aussi un projet open source qui s'appelle Fastlane, qui permet d'automatiser tout ça avec des simples fichiers de configuration. Fastlane est très très bon pour gérer les aspects signature et clés, justement. Pourquoi j'ai pas utilisé Fastlane? C'est une décision consciente de ma part, parce que je voulais vous montrer comment ça marche en bas niveau. C'est un peu comme quand on apprend à programmer, faire un peu de C ou d'assembleur, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça apprend comment gérer la mémoire, et puis après on se sent mieux avec des outils de plus haut niveau. Donc ici, je voulais apprendre moi et partager ce que j'ai appris avec vous. Donc ce guide, il est ici. Je donne les instructions, notamment pour resizer le volume EBS, comment installer Xcode en ligne de commande. Il faut le télécharger évidemment de chez Apple, mais il faut le dézipper, mais c'est pas que tout, il y a d'autres packages à installer. Il faut aussi accepter la licence. Si on n'a pas d'interface graphique, il y a moyen de le faire en ligne de commande également. Ça prend pas mal de temps, donc je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, de prendre un snapshot, faire une EMI, comme ça vous pouvez démarrer d'autres instances où Xcode est déjà démarré. Le build, je vais pas aller dans toutes les étapes, mais l'idée du build, si je vais sur les étapes clés, c'est évidemment de cloner le répertoire GitHub de votre projet, ou Git de votre projet. C'est d'installer les dépendances, que ce soit avec le Swift Package Manager ou Cocoa Pod, comme ici. Ici, c'est un projet Amplify, donc je mets beaucoup dans mon build des valeurs d'Amplify. Ces valeurs, je les stocke dans un service AWS qui s'appelle Secret Manager, qui permet de stocker des valeurs qui doivent rester secrètes. Et dans Secret Manager, je mets également mon certificat de distribution Apple, mon Mobile Provisioning Profile, par exemple, de manière à pouvoir signer l'application. Et en fait, c'est ça la partie compliquée, c'est la gestion de la signature, surtout quand il n'y a pas d'interface graphique. Il faut un peu jouer avec les keychains, il faut effacer la keychain par défaut, il faut en créer un nouvel, il faut importer le certificat root d'Apple dans la keychain, il faut importer mon certificat à moi dans la keychain, il faut donner les bonnes autorisations à la keychain pour que les outils de build et de signature plus tard, ils aient accès à cette keychain. C'est ça que Fastlane fait pour vous. Si vous voulez apprendre comment le faire, regardez les instructions. Le build lui-même, il n'est pas très compliqué. J'utilise PL-Util pour incrémenter mon numéro de build. Et puis, c'est assez simple. C'est Xcode build, clean, build, archive. Ça prend du temps, ça dépend de la taille de votre projet, de ses dépendances. Évidemment, sur mon exemple ici, ça prend une dizaine de minutes de faire cela. La partie sympa après, c'est qu'une fois qu'on a l'archive, on peut l'exporter, et qu'une fois qu'on l'a, il y a un outil qui s'appelle AL Tool, que vous connaissez peut-être, qui vous permet, moyennant connaissance de votre Apple ID et de votre Apple Secret, d'uploader le binaire sur App Store Connect. Et si votre binaire est distribué avec TestFlight, Apple va automatiquement le distribuer à tous vos utilisateurs TestFlight. Et donc, vous avez vraiment du continuous deployment, au moins jusqu'à TestFlight. Après, il faudra quand même l'étape d'approbation manuelle de Apple pour publier à tous vos utilisateurs. Ensuite, la question que je me posais, c'était de dire, OK, mais moi, toute ma chaîne de build, elle est dans le cloud.
comment est-ce que j'intègre ma chaîne de build, typiquement avec Code Build, qui est un service managé de build, mais qui démarre des containers Linux. Comment j'intègre ce Mac à partir de Code Build? Et il y a plusieurs agents, il y a plusieurs moyens, pardon. La plupart du temps, c'est basé sur un agent. Il faut installer un agent sur la machine Mac et que Code Build puisse communiquer avec le Mac. Dans le monde AWS, j'ai évalué deux options. Une première, c'était d'utiliser System Manager, qui est cet outil qui permet d'envoyer des commandes et d'exécuter des commandes sur une machine. Mais j'ai pensé à autre chose. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était ça. Je voulais un développeur qui développe Xcode, qui pousse son code sur GitHub. GitHub déclenche le flux de build avec AWS Code Build. Code Build, je vous l'ai dit, il tourne dans des containers Amazon Linux. Et puis, de l'autre côté, j'ai mon instance Mac, Amazon EC2, qui a Xcode et qui a tout. Donc, la question, c'était comment est-ce que je peux lier les deux. Le choix que j'ai fait pour ce projet-ci, c'est d'utiliser SQS. Donc, j'ai développé un tout petit agent que j'ai mis sur le Mac qui écoute des commandes qui viennent dans une queue. SQS, c'est un système de queue. Je poste des messages et un consommateur peut lire des messages. Donc, je poste des messages dans une queue. Ça, c'est Code Build qui fait. Et le message, au fait, c'est la liste des instructions à exécuter pour faire le build. Le std error et le std out est reposté dans la queue et donne un statut comme ça à code build. Si une commande échoue, eh bien, code build saura que la commande a échoué et arrêtera le build. Parce qu'on est sur du Mac ici, j'ai développé ce petit agent avec Swift. Donc, il y a une version compilée pour Linux qui va être déclenchée dans Code Build pour poster des messages dans la queue. Et puis, il y a l'autre version qui, elle, va poller la queue pour aller voir les messages et qui, elle, est installée sur le Mac. Pas le temps dans le quart d'heure qui nous reste d'aller voir le code pour ça, mais enfin c'est du Swift standard. J'utilise le SDK non officiel Soto maintenu par la communauté. C'est un SDK AWS pour Swift. Si vous devez appeler des services AWS à partir d'applications Swift, allez jeter un coup d'œil à Soto. La communauté fait un travail fantastique là-bas. Ok, on a résolu le premier problème. Souvenez-vous, le premier problème, c'était de provisionner du hardware. On a Amazon EC2. Deuxième problème, deuxième challenge, disons, c'était d'automatiser notre build. Vous pouvez utiliser Fastlane, par exemple. Moi, j'ai fait des shell scripts, ça marche pas trop mal aussi. Le point délicat, je vous l'ai dit, c'était de gérer les clés et les key stores et le signing certificate. Troisième challenge à résoudre, c'est si vous avez déjà une chaîne de build dans le cloud, avec Code Build, par exemple, comment est-ce que vous allez intégrer le Mac, instance Amazon EC2, dans votre chaîne de build? Moi, je l'ai résolu avec SQS en s'échangeant des messages entre les deux. Quatrième challenge, c'était comment est-ce qu'on intègre ce Mac avec les autres services AWS. Imaginez qu'à la fin du build, vous vouliez pusher votre archive sur Amazon S3. Imaginez que comme moi, dans mon build, je veux utiliser Secret Manager pour aller rechercher ma clé de signature des binaires. Imaginez que je veux utiliser la ligne de commande AWS. Comment est-ce que je fais? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous le faites comme vous le faites d'habitude sur Amazon EC2. Vous passez un rôle à votre instance Mac, un rôle qui a des permissions pour exécuter certaines options. Et puis, à partir du Mac lui-même, vous avez la ligne de commande qui est préinstallée. Vous pouvez installer un SDK Soto, par exemple, ou sinon Python ou n'importe quel autre SDK, et appeler les services comme vous le faites d'habitude. Et d'ailleurs, si vous avez vu, je reviens là-dessus brièvement, dans mon script de Bill, j'appelle, je recherche l'endroit où c'était, attendez, je vais arrêter de scroller, voilà, pour aller rechercher mon certificat pour signer les valeurs, ben, il est dans Secret Manager, et donc tout ce que je fais, c'est appeler la ligne de commande AWS dans la bonne région, j'appelle Secret Manager, je dis Get Secret Value, et je passe le nom du secret que je veux recevoir. Et c'est aussi simple que ça. Il faut évidemment que l'instance ait les bonnes permissions pour pouvoir faire ça. Alors, à quoi ça ressemble? Faisons une démo end-to-end. Je ne vous mens pas, la démo, elle a été préenregistrée parce que le build lui-même fait 10 minutes à peu près. Pousser sur TestFlight, ça prend un autre 10 minutes. Donc, je ne veux pas vous bloquer tout le temps avec ça. Donc, j'ai enregistré un screencast que je vais commenter en direct. Donc, l'application que j'utilise, elle s'appelle EOS Getting Started. C'est une application que j'ai écrite dans le contexte d'un tutoriel qui est sur le site web d'AWS et qui permet de comprendre comment on crée une application iOS avec un back-end dans le cloud en utilisant Amplify justement. Donc
tout le tutoriel pour expliquer cette application, il est sur le site web et je vais vous donner l'URL évidemment à la fin. Et sur mon GitHub, le GitHub que je vous ai montré et pour lequel vous aviez le code avant, vous avez le code du tutoriel, vous avez le texte du tutoriel et également toutes les instructions de build. Tout ça, c'est sur GitHub. Donc tout est là. Et ce GitHub, je l'ai lié à code build pour dire, voilà, à chaque fois qu'il y a un changement dans ce GitHub, dans ce repo GitHub, eh bien, on va déclencher un build et builder. Alors l'application, c'est quoi? C'est une application de prise de notes qui tourne sur mon téléphone, qui a été distribuée avec TestFlight. Et je peux vous montrer cette application. Donc, je prends avec QuickTime la vue de mon téléphone. Et c'est vraiment mon téléphone là. Vous voyez, j'ai TestFlight installé. Et c'est une application de prise de notes avec un titre, un texte et une photo. Et ce que nos clients nous disent, c'est que ce background vert là, c'est horrible. Ils veulent changer ça. Donc, ça, c'est le changement que je vais faire dans Xcode. On va le pousser sur Git. Et puis, de Xcode, on va aller sur Code Build et je vais vous montrer toute la chaîne jusqu'à la nouvelle version d'application qui va apparaître sur mon téléphone dans quelques minutes. Donc d'abord, je prends Xcode. Très rapidement, dans le code SwiftUI, je repère la ligne qui fait ce color green. Je l'enlève et je vois dans le preview de ma app directement qu'effectivement, je n'ai plus de color green. En réalité, évidemment, il faudrait que je fasse un build local, que j'essaye dans un simulateur, que j'essaye peut-être avec un device attaché à mon appareil. Bon, ben ici c'est une démo. Donc, tout ce que je fais source code control, commit, pour committer mon changement. Je mets un message à mon commit, parce que ma grand-mère m'a dit il faut toujours mettre un message à ton commit dans Git. Donc, je mets remove green background. Et puis, j'utilise le menu qui est pas visible sur votre écran pour faire mon push vers mon repo GitHub dans la bonne branche. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je peux prendre mon navigateur et retourner sur Git. Je fais un refresh de cette page-là. Et vous voyez effectivement que le dernier changement a été fait il y a 24 secondes. Donc, c'est bien le bon repo sur lequel j'ai pushé cela. Je prends ensuite ma console AWS et je vais dans Code Build. On voit que j'ai un projet qui s'appelle macOS Build. Si je rafraîchis la liste des projets, on voit que ce projet a commencé à builder. Pourquoi il a commencé à builder? C'est parce que j'ai configuré ce projet pour être déclenché quand il y a un changement dans GitHub. Donc il y a un trigger GitHub qui appelle Code Build et Code Build commence son projet. Dans le détail de Code Build, on peut voir l'historique de mes différents builds. Vous voyez que j'en ai qui ont réussi, j'en ai qui ont raté et que j'en ai qui est en progrès, in progress, donc en cours. Et si je clique dessus, je vois la console de build, et je vous rappelle, Code Build, ce sont des containers qui sont démarrés à chaque build, des containers Docker, Linux, pour réaliser votre build. Alors, les commandes que Code Build va exécuter dans ce container, elles sont données dans mon projet, et donc dans le GitHub, ici dans Studio Code, vous voyez qu'il y a 4 phases à mon build, une phase d'installation de l'environnement, un pre-build où j'augmente le numéro du build, un build et puis un post-build où je push sur TestFlight. Et chaque fois, je ne fais que appeler le SQS Producer, donc le petit utilitaire que j'ai écrit, qui est dans mon container et qui pousse un shell script de mon projet dans la queue. Comme ça, le Mac recevra le shell script et va exécuter ce shell script. Donc, c'est extrêmement simple, le build. C'est chaque fois pousser un message dans une queue. Le SQS Producer, il attend aussi la réponse de la machine et il donne le statut, donc l'exit code de la commande sur le Mac est rapporté dans le build. Dans la console code build, je peux voir les outputs du container. Et donc, ce sont les outputs qui viennent du Mac. Je switch à ma console EC2. Je vois que j'ai 2 Macs qui tournent comme instance EC2. On voit que c'est une instance EC2 tout à fait normale. Vous retrouvez votre console tout à fait comme d'habitude. Elle a une adresse IP publique, c'est pas absolument nécessaire pour ces démos, mais je voulais le faire pour pouvoir m'y connecter et vous montrer qu'il se passe des choses sur le Mac. Donc je copie l'adresse, je prends un terminal, il y a un security group TCP22, donc je peux faire un SSH, il y a ma clé SSH qui est déjà déposée sur le Mac aussi. Donc je peux me connecter, c'était 11.2 quand j'ai enregistré le screencast, et le SQS agent, il va mettre aussi des logs dans la home directory, dans log. Et donc là, je vois toutes les outputs de la commande xcode build qui est en train de se faire. Il est en train de recompiler l'ensemble du projet, y compris toutes ses dépendances. Et donc, dans l'historique de code build,
On a vu rapidement au début que ça prenait 10-12 minutes environ. Donc je peux suivre l'évolution là dans la console. On voit qu'il est dans sa phase de build pour le moment. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes, ce qui est facile quand on fait une démo vidéo. Voilà, c'est fait. Et ça se termine avec la dernière ligne là, succeed, qui veut dire que le build s'est bien passé. On voit que code build rapporte un succeed également, et que mon build a duré quelques minutes. Alors, succeed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le binaire a été publié sur App Store Connect. Donc, si je rafraîchis ma console App Store Connect, je vois que maintenant, j'ai un binaire qui est en état de processing. Donc, chaque fois que vous uploadez un binaire, Apple vérifie toute une série de choses sur le binaire, l'utilisation des API que vous faites notamment, la signature, mais aussi des autres choses. Combien de temps ça dure? Ça dépend de la taille de votre binaire, ça dépend de la charge des serveurs d'Apple. Ça prend quelques minutes, disons 5, 10, 15 minutes avant que ce binaire soit approuvé. Une fois qu'il est approuvé, il est publié automatiquement sur TestFlight. Donc là, il n'y a absolument rien à faire. Donc quelques minutes après, on voit que le statut a changé, il est ready to submit. Et moi qui suis client TestFlight, je reçois en même temps un mail qui me dit tiens, il y a un nouveau build qui est prêt. Voilà le mail que j'ai reçu dès que le binaire était disponible. Donc si je reprends mon téléphone et que je prends l'application TestFlight sur mon téléphone, on va voir que dans TestFlight, j'ai deux apps. J'ai la version bêta d'Amazon Chime et j'ai Amplify Getting Started. Et le numéro, il est un peu petit là à l'écran, mais le numéro de build de cette application Amplify, c'est bien le numéro de build qui correspond à mon build maintenant. Et donc, si j'ouvre et que je démarre cette application, on voit que l'application n'a plus le background vert que j'avais tout à l'heure. Donc, le nouveau build est bien arrivé sur mon téléphone sans aucune intervention manuelle. Souvenez-vous, la seule chose que j'ai fait, c'est git commit et git push depuis Xcode. Voilà, il me reste 5 minutes pour terminer. Donc, est-ce que de l'intégration continue pour des projets iOS, mais aussi tvOS, macOS, watchOS, est-ce que c'est possible de faire ça dans le cloud? Oui, je vous ai montré, c'est possible de le faire. Pour le faire, il suffit de 3 étapes. La première, vous automatisez votre build sur macOS. Même si vous n'avez pas encore d'usine logicielle dans le cloud, automatisez vos builds. Ne comptez pas uniquement sur Xcode pour builder. Créez un script, utilisez Fastlane, automatisez vos builds. Tout ce qui est automatique, c'est bien pour quand on doit aller dans le cloud. Petit rappel de l'URL, si vous voulez jeter un coup d'œil sur l'URL où il y a un script shell. C'est pas le seul moyen, il y a d'autres moyens. C'est le moyen qui marche pour moi. Deuxième chose, intégrez vos builds dans un pipeline, que le pipeline soit dans le cloud, comme je vous ai montré avec CodeBuild, ou sur une autre plateforme. Trouvez un moyen de communiquer entre votre pipeline, l'orchestrateur, et la machine qui va vraiment faire le build. Pour moi, j'ai choisi SQS parce que j'étais dans le cloud et j'ai développé un tout petit agent, un SQS Producer pour poster un message dans une queue, et un SQS Agent pour lire et exécuter un script qu'on reçoit à travers une queue. Troisième étape, mettez un Mac dans le cloud, c'est facile puisque vous avez des instances Amazon C2 maintenant. Vous pouvez bénéficier de tout ce que vous connaissez depuis 15 ans sur C2, les EMI, les IBS, les snapshots, les security groups, les VPC, les rôles IAM, les agents SSM, les user data et j'en passe, mais avec un vrai Mac. C'est pas une machine virtuelle, c'est un Mac mini qui est réservé pour vous dans le cloud. Étape 4, c'est simple, il n'y a pas d'étape 4. C'est vraiment aussi facile que 1, 2, 3. Voilà, la limite, c'est votre capacité de scripter. Alors, j'ai mis votre imagination, mais c'est surtout ce que vous êtes capable de faire en script, parce qu'à partir du moment où c'est scriptable, c'est automatisable, à peu près tout le reste est possible. Donc voilà, j'espère vous avoir inspiré et que suite à ça, vous allez construire des solutions. Montrez-moi les solutions que vous faites. Parlez-moi de vos challenges, des choses qui sont à améliorer de notre côté. On a déjà une longue liste. Les instances Amazon EC2 Mac, elles sont toutes nouvelles. Elles ont été lancées en décembre, donc elles ont juste 6 mois. Mais on a déjà une longue liste d'améliorations possibles. Si vous voulez me donner du feedback, vous allez sur Twitter, par exemple, Substo, sur LinkedIn, Sébastien Stormac. Je suis sur Twitch avec beaucoup de vidéos AWS en français, notamment un quiz de certification tous les vendredis à 4h sur Seb AWS et en replay sur YouTube. Mon code est sur Stepsto et je suis également l'auteur du podcast AWS
en français. Si vous me laissez votre feedback, je vous en serai très reconnaissant. Vous allez sur eventbox.dev/survey avec le code B3TIZQ6 ou alors, une fois de plus, vous scannez le QR code qui est là. Vous répondez à 3 questions extrêmement simples sur la qualité du talk, la qualité du speaker et vous pouvez gagner un crédit de $25 à faire valoir sur votre compte AWS. Et donc, ça vous permet d'essayer une instance Mac pendant 24 heures sans devoir la payer, puisque c'est à peu près le coût, hein, $20 par jour de ces instances Mac qui, je le répète, sont allouables pour une période minimum de 24 heures. Après ça, c'est par seconde comme d'habitude, mais minimum pour 24 heures. Donc $25 de crédit AWS que vous pouvez faire valoir sur votre compte AWS. Et je reste à votre disposition quelques minutes pour prendre vos questions. Dans le chat, où vous pouvez ouvrir votre micro comme vous le souhaitez. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres use cases que les builds autour d'Xcode là, évidemment, c'est sûr que c'est une nécessité, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous voyez d'autres use cases autour de l'utilisation d'instances Mac? Est-ce qu'il y a d'autres use cases pour les utilisations d'instances Mac que le build dans le cloud? Il y a beaucoup de clients qui nous demandent à faire du workspace, c'est-à-dire avoir un poste de travail dans le cloud. Pour le moment, c'est pas permis par les licences AWS et honnêtement, le prix est un peu prohibitif. Hein. On parle de 20 € par jour. Un Mac Mini coûtera moins. Après un mois ou deux, vous avez rentabilisé un Mac Mini. Donc, pour le moment, c'est pas possible, mais je sais qu'il y a beaucoup de clients qui nous le demandent et donc on est en train de regarder avec Apple ce qu'on peut faire pour, vous connaissez peut-être Amazon Workspace qui est un service qui permet d'avoir des workspaces Linux ou Windows. On pourrait imaginer, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire, hein. on pourrait imaginer d'avoir un workspace Mac dans le futur à un prix juste. À part du workspace ou du build, du test également, alors, c'est très lié au build, évidemment, hein. Mais on pourrait imaginer d'avoir des fermes de tests pour tourner des tests unitaires ou même des tests d'interface graphique sur les Mac dans le cloud. Pour le moment, à part ça, je ne vois pas trop d'autres use cases, mais je suis toujours preneur de feedback, donc si vous avez des idées, dites-le moi. Merci. Avec plaisir. Bonne fin de conférence. Il est 6 heures, la keynote va commencer. Keynote de clôture, on va aller voir la keynote de clôture. Si vous avez encore des questions, balancez-les moi par Twitter, par LinkedIn, je serais ravi de parler avec vous. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir et bon week-end.